Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Lors de nos débats, nous parlerons d'abord de la situation de ce jeune acteur politique qui doit faire la navette désormais entre sa localité Porto Novo, lieu qui abrite, la ville qui abrite la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il lui a reproché d'avoir suscité la candidature d'un acteur public pour la présidentielle de 2026. Les débatteurs se prononceront quand Franck Aounou aura installé le décor avec son commentaire du jour. Deux invités sur ce plateau ce matin. On va commencer à vous présenter celui d'Ali Moumouni de la rubrique des sports. Et il s'agit de Raoul Sofonou, promoteur du kickboxing et de la boxe arabe. Ils vont parler tous les deux de la performance du Bénin à la dernière édition du championnat national de la zone 2 de la discipline. Il a décroché 2 médailles sur 2. Les deux acteurs en parlent et puis on parlera aussi de la sécurité routière avec l'autre invité par ici que je vous présenterai tout à l'heure. Bienvenue à tous. Premier rendez-vous sur l'Actu Matin, c'est la une des journaux. On n'ouvre toujours pas Fraternité, c'est notre habitude, vous le savez très bien par ici. Et justement, le quotidien a mis en manchette ce matin, phase 2 du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches. 728 personnes affectées, 271 habitations dénombrées. Le processus de paiement des indemnités a été acté. Internalisation de la politique nationale de l'emploi. Les députés s'imprègnent des mesures gouvernementales. Et puis, guerre Israël-Palestine. Les dirigeants africains ne veulent pas effaroucher leur propre opinion politique, opinion publique, pardon. Du 29 octobre au 2 novembre prochain, le Bénin accueille la réunion de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Nous passons maintenant à Matin libre, présidentielle de 2026, la succession, sujet tabou à la mouvance, se demande. Patrice Talon, justement, avec déjà ce jeune qui doit en répondre de sa volonté de voir certaines personnes se porter candidat à la prochaine présidentielle. Le ministère des Sports, les premiers mots de Benoît Dato à découvrir dans les colonnes du journal. Matéli, la boussole, l'enseignement de qualité au cours primaire, les écoles publiques et privées du littoral renouent avec la dictée matinale. Nécessité d'étendre l'initiative à tous les départements, rappelle les conseils. Le journal ce matin, nous sommes avec Dabarou sur le même sujet. Surpeuplement de l'EPP Kaobagou à Kérou, 236 écoliers dans une seule classe, comme à Misrété. Le télégramme rentrée judiciaire 2023-2024 à la Cour d'appel de Cotonou, l'appel du président Benameto, au chef de juridiction pour une gestion efficiente. Donc, de l'appareil judiciaire, le président de la Cour d'appel donne des détails sur le cambriolage au parquet général. Le grand matin, Benoît Dato remplace Oswald Oumeki, un nouveau ministre pour une nouvelle dynamique du sport au Bénin. L'événement du jour, phase 2 du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches. Le gouvernement autorise l'indemnisation des personnes touchées par l'initiative. Nous sommes avec Jupiter Info maintenant. Deuil dans le showbiz béninois. Adieu El Rego, les hommages des Béninois. El Rego, eh ben, c'est ce douanier artiste, donc la musique moderne au Bénin qui a trépassé de la nuit du mardi à mercredi matinal, le matinal, suscitation tous azimuts de candidature pour la présidentielle de 2026, des sanctions en vue contre les militants, le BR et l'UPR veulent prendre leurs responsabilités. Note le matinal ce matin, nouvelle personne affectée par la phase 2 du projet de route de pêche, le dédommagement sera effectif, promet le journal. Le déchaîné du jeudi, c'est un hebdomadaire satirique, contrat de bail, entrée facile, sortie difficile. Le journal dénonce justement ces propriétaires difficiles à solver à la fin donc d'un contrat de bail. Yagbish aussi qui est un journal hebdomadaire satirique humoristique ivoirien, Côte d'Ivoire, Ava Ouchas. Il faut éviter de faire la politique, conseille donc
Le journal, nous sommes de retour à la une de Fraternité, phase 2 du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches. 728 personnes affectées, 271 habitations dénombrées. Le processus de paiement des indemnités a été acté. Internalisation de la politique nationale de l'emploi, les députés s'imprègnent des mesures gouvernementales, nous apprend donc le quotidien qui paraît à menotté. On va un peu bouger vers le bas. Guerre Israël et Hamas. Les dirigeants africains ne veulent pas effaroucher leur propre opinion publique. Du 29 octobre au 2 novembre prochain, le Bénin accueille la réunion de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, annonce Fraternité. Et c'était le dernier titre, pardon. Voilà donc ce qu'il faut retenir. À la une des quotidiens dans leur production ce matin, on peut s'intéresser justement à cette manchette de Fraternité tirée du Conseil des ministres d'hier. Il n'y a que 708 personnes affectées par la phase 2 du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches, ainsi que les 271 habitations ont été notées, enregistrées et gardé pour justement l'opération d'indemnisation qui a d'ailleurs été actée à l'occasion hier lors donc du rendez-vous hebdomadaire du gouvernement. Acheter Fraternité, allez à la page 2, vous avez les détails qui pourraient vous intéresser. Autre chose qui pourrait vous intéresser, vous peut-être amateur de la viande de porc, eh bien il y a des considérations spirituelles concernant cette viande. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, achetez le journal et découvrez que cette viande voyage entre interdit et préférence et laisse l'opinion assez partagée sur sa richesse, sa succulence et surtout son intérêt pour l'organisme. Alors vous, quelle est votre position? En tout cas, Fraternité a enquêté et vous propose son article ce matin à la page 4. Vous avez justement la page suivante, la 5, l'intégralité du Conseil des ministres d'hier. Il n'y a pas beaucoup de sujets abordés par le conclave gouvernemental. Vous avez une nomination, par exemple, proposée par Fraternité notamment. Il s'agit de la nomination intervenue au ministère de la Justice et de la Législation sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a que monsieur Florent Régnier Nyansomon est nommé directeur général de l'Alliance nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Vous avez aussi la page des sports qui pourrait vous intéresser avec aujourd'hui l'actualité continentale footballistique. C'est que tous les regards seront tournés vers Abidjan. Il y aura le tirage au sort pour constituer les groupes devant donc permettre la tenue de la phase finale de la CAN 2023 promise pour se tenir en janvier prochain. Vous avez aussi quelques notes concernant l'équipe nationale de football du Bénin, les Guépards, qui est en préparation actuellement au Maroc. La page interne, c'est la 7. Achetez, intéressez-vous un peu à l'actualité internationale. On va passer maintenant au bulletin d'information avec ce matin aux commandes Ingrid Day. Vous l'avez certainement deviné. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Dans votre bulletin d'information ce matin, les images de l'ouverture à Cotonou de la 43e Assemblée Générale de l'Association internationale des maires francophones, une rencontre stratégique qui va permettre aux participants de réfléchir et de jeter les bases d'une coopération plus fructueuse avec pour socle, le développement à la base, les images et détails à suivre. À suivre aussi les images et l'élément consacré à la communauté internationale qui a célébré ce mercredi la journée internationale de la jeune fille. Cette 11e édition donne lieu à des réflexions axées sur les inégalités genre. Dans cette édition, nous allons faire un tour d'horizon sur les actions menées par le gouvernement béninois pour favoriser l'autonomisation des jeunes filles dans le secteur de l'éducation. Voici donc le bulletin d'information. Cotonou, depuis hier, la capitale mondiale de la décentralisation. Cotonou qui accueille, je le disais donc, la 43e Assemblée Générale de l'Association internationale des mairies francophones. Oui, Tanguy, c'est le maire de la ville haute qui a officiellement lancé les travaux de ce congrès. Une rencontre stratégique qui va permettre à plus de 200 maires de réfléchir et de jeter les bases d'une coopération plus fructueuse avec pour socle le développement à la base. Le point de l'ouverture des travaux avec Esther Tofa et Moufid Sabour.
Plus de 300 maires de l'espace francophone africain sont réunis dans cette salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, sur invitation du maire Luc Setonji Atrokpo, président de l'Assemblée nationale des communes du Bénin. Cette rencontre entend porter l'ambition des maires pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases. La proximité du pouvoir local prédispose les maires à plus de sensibilité et de compréhension des attentes des populations. Ce qui fait des autorités locales un acteur indispensable pour une gouvernance mondiale en phase avec les attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je reste donc persuadé que notre monde se porterait davantage mieux si les autorités locales avaient une place autour des tables de négociation et de prise de décision qui engagent la planète tout entière. Ces assises trouvent également leur bien fondé dans les crises auxquelles font face certains pays de l'Afrique francophone depuis un moment. Ainsi, l'accent sera mis sur la diplomatie des villes au cours des débats. Sommes-nous arrivés à cela? Quelles sont les leçons à tirer de cette orientation stratégique à aujourd'hui? Est-ce que cette démarche est connue, j'espère, et comprise par nos membres? Quelle place et quel rôle peuvent avoir les réseaux régionaux, qu'ils soient formalisés ou pas, à l'intérieur du réseau AIMF? Et enfin, est-ce que nous avons réussi à travailler dans une dynamique multi-acteurs? Cette réflexion est essentielle pour l'AIMF, surtout au moment où la nouvelle programmation stratégique, déjà travaillée au sein du réseau, sera présentée en Assemblée générale ici à Cotonou et constituera la feuille de route des efforts, de nos efforts communs pour la période 2024-2028. Pendant 4 jours, les représentants des capitales et métropoles de 54 pays africains vont donc échanger sur le co-développement des villes par les dialogues sous-régionaux. La communauté internationale a célébré ce mercredi la journée internationale de la fille. Le thème de cette année est intitulé « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être ». À l'occasion de cette 11e édition, la rédaction de Canal 3 Bénin s'est intéressée aux actions menées par l'État béninois pour favoriser l'autonomisation des jeunes filles sur le plan éducatif. On fait le point avec Francais Lamousso. Sur les 28 écoliers dans cette classe de CM1 de l'école primaire publique de Kadjiroun, 14 sont des filles. C'est une marge de progression assez remarquable en termes d'inscription des écolières dans cet établissement, nous a confié la directrice du groupe C. Au niveau de la classe de CM2, le nombre de filles est aussi égal à celui des garçons. Coïncidence ou action concrète. Mais depuis quelques années, le gouvernement béninois rend facile la scolarisation des filles. Vous avez par exemple la gratuité, donc l'exonération des frais de scolarisation pour les filles, que ce soit depuis le primaire jusqu'en classe de terminale. Au-delà donc de cette exonération, le gouvernement facilite le maintien des filles, parce qu'une chose est d'être inscrite à l'école, mais l'autre est de pouvoir y rester, pouvoir travailler et aller de succès en succès. Et pour faciliter également ça, le gouvernement distribue des kits scolaires à chaque début de rentrée à des filles qui sont issues de familles vulnérables. Toutes choses en fait qui soulagent les parents d'élèves qui, par le passé, n'osaient pas envoyer les filles notamment à l'école au regard d'un certain nombre de considérations sociologiques, à savoir que la fille doit rester à la maison, doit aider les parents, et surtout pour des raisons économiques. La volonté est là, les dispositions prises, mais la réalité ne concorde pas. À l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo, par exemple, la situation est tout autre. Il y a moins de filles que de garçons. Dans cette zone ici à Zongo, c'est une zone un peu particulière. Les parents n'aiment pas trop envoyer les enfants filles à l'école. Donc il a fallu que le Sécu fasse congonner dans le quartier avant que les parents n'envoient les enfants filles à l'école. Parce que sur les 232 élèves inscrits dans l'école,
Nous avons à peu près 95 filles inscrites. Chaque année, si je prends les années antérieures par rapport à cette année, il n'y a pas une progression. Le nombre de filles diminue progressivement. Ça diminue. L'éducation des filles est l'un des critères primordiaux pour leur autonomisation. Aujourd'hui, elle représente la couche la plus affectée par les actions visant à faire reculer les progrès en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est dans ce contexte que les Nations Unies ont retenu pour la célébration de la 11e édition de la Journée internationale de la fille le thème intitulé « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être ». Nous allons commencer par reconnaître que la fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Investir dans leurs droits aujourd'hui, c'est davantage les préparer, les aguerrir à être des femmes de demain. Et vous savez bien, lorsque la femme se porte très bien, c'est la famille, la petite unité de notre société qui se porte très bien. Et lorsque la famille se porte très bien, c'est la communauté qui se porte très bien, c'est toute la nation qui se porte très bien. D'où la nécessité pour nous d'investir davantage dans les droits des filles aujourd'hui. Notre leadership, simplement parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme dispositif, avec tout ce que nous avons comme accompagnement, avec tout ce que nous avons comme avancée, les filles ont la facilité de s'investir et de prendre la parole au même titre que les garçons, au lieu d'être relégués au second rang. Au Bénin, plusieurs actions sont menées pour favoriser l'éducation des filles afin de les rendre plus autonomes. Dans une certaine mesure, elles sont suivies non seulement lorsqu'elles sont scolarisées, mais aussi lorsqu'elles ne le sont pas. Pour celles qui n'ont pas eu la chance, comme je le disais tantôt, donc celles qui sont déscolarisées, elles sont appuyées, elles sont accompagnées déjà dans les frais de formation à travers les appuis du gouvernement. Nous avons également des formations alternatives pour donner vraiment autant de possibilités, de chances, des formations que nous offrons aux filles. Ça peut être des formations en savonnerie, ça peut être des formations en perlage et tout, où des kits leur sont octroyés pour rester et apprendre un métier en vue de leur autonomisation. La démarche, c'est de créer un environnement favorable pour le bien-être des filles. Le gouvernement y met du sien au plan national, même si sur l'échiquier continental, il reste encore des efforts à faire. On parle toujours de l'édition 2023 de la Journée internationale de la fille, mais en image cette fois-ci. L'événement est célébré par les jeunes volontaires Amour et Vie. C'est à travers un atelier de renforcement de compétences sur des thématiques d'actualité adaptées aux besoins des jeunes. L'activité a connu le soutien de plusieurs partenaires, dont l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Les précisions de Imet Hélène Amoussou dans nos prochaines éditions. Autre volet de l'actualité à présent, plusieurs apprenants de 4 communes du département de l'Atlantique ont reçu des dons de kits scolaires de la part de PIS ONG. Avec l'appui financier de Caritas Allemagne et la coopération allemande, près de 350 écoliers et élèves sont impactés. Des femmes en situation de vulnérabilité ont également reçu des enveloppes financières pour développer leurs différentes activités. On fait le point avec Teddy Goudalo. De Soava à Zé, en passant par Toribocito et Pomasset dans le département de l'Atlantique, l'organisation non gouvernementale PIS a fait œuvre utile à l'endroit de plusieurs apprenants du primaire et du secondaire. Il s'agit d'un don de fournitures scolaires à près de 350 écoliers et élèves vulnérables. Nous vous remercions pour les fournitures que vous avez offertes à notre communauté. Nous les élèves, nous les remercions beaucoup et nous les promettons aussi le travail absolu et déterminé. Ce que PIS vient de faire en dotant les enfants de fournitures scolaires et même de contributions pour les collégiens, ça va permettre aux enfants de continuer dans de bonnes conditions. Vous allez constater que PIS ONG n'est pas venu avec des kits tout faits, mais des fournitures personnalisées, des fournitures qui tiennent compte des besoins de chaque enfant. C'est très important pour nous. Caritas Allemagne et la coopération allemande sont les partenaires de PIS ONG dans cette œuvre humanitaire qui se perpétue annuellement. En plus des kits scolaires, des femmes en situation de vulnérabilité
sont également appuyés financièrement pour davantage faire accroître leurs différentes activités. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Nous sommes très contentes de ce geste à notre endroit. Nous vous promettons d'en faire un très bon usage. Avec cette enveloppe, nous allons accroître nos activités. Merci de toujours penser à nous, femmes en situation de vulnérabilité. Dieu vous bénisse dans vos différentes activités. Nous appuyons les femmes dans le développement des activités génératrices de revenus. Les femmes les plus vulnérables, nous leur donnons une certaine enveloppe accompagnée par nos animatrices pour essayer de développer les activités génératrices de revenus, parce que nous savons que lorsque les femmes ont un revenu stable, cela impacte positivement les enfants et la famille aussi. Donc voilà ce que nous essayons de faire. Peace ONG intervient dans 8 communes du sud Bénin. Elle s'est assignée la mission de promouvoir les droits humains, un développement harmonieux et intégral de l'enfant en se basant sur une stratégie participative et une approche communautaire. Fin de cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur Actu Matin. Absolument. Merci beaucoup à vous pour cette belle présentation du bulletin de l'information Ingrid Day. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Demain, vous serez avec Wahab Para par ici. Vous ferez la paire donc pour la présentation de cette séquence d'informations sur Actu Matin. Encore une fois, bonne journée. Merci Tanguy. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause rapidement. Le temps de vous revenir par ici pour l'actualité des sports. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être un leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Et
Et nous sommes de retour pour vous servir les nouvelles sportives avec Ali Moumouni et son invité, puisque nous sommes jeudi matin. Effectivement, les jeudis matins, on a toujours un invité par ici de la rubrique des sports. Et ce matin, on va parler de kickboxing. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Kickboxing et surtout de la boxe arabe. Enfin, on découvrira tout à l'heure de quoi est-ce qu'il s'agit avec notre invité, Raoul Sofono, qui est justement promoteur de la discipline. Monsieur Sofono, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Vous êtes venu avec 2 médailles, c'est ça? On peut les voir rapidement tout là. Tout à fait. Ah oui, de jolies médailles en plus. Oui, médaille d'argent. Médaille d'argent. Oui, tout à fait. Donc c'est beaucoup d'argent là maintenant. Hein. D'accord. Allez, Mouni, je vous laisse mon plateau rapidement. Oui, merci beaucoup Tanguy. Raoul Sofonou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association sportive Wu-Tang. Vous êtes le promoteur du kickboxing de la boxe arabe au Bénin. Oui. Alors, vous avez envoyé 2 athlètes qui ont participé au championnat d'Afrique de kickboxing de la zone 2 au Mali. Les boxeurs sont rentrés avec les 2 médailles que vous nous présentez ce matin sur le plateau. Oui. Alors, la moisson. Les médailles, c'est quel niveau, quelle étape il faut atteindre pour pouvoir obtenir ces médailles? Oui, merci déjà. Alors, le Bénin a pu participer au championnat d'Afrique zone 2 de l'organisation WECA au Mali. 2 athlètes béninois ont pu répondre présent. Et le premier de la catégorie de moins de 80 a défendu une ceinture. Le deuxième, moins de 68 kilos, n'a pas défendu une ceinture, mais c'est vrai que l'organisation n'a pas du tout été, sinon on aurait pu rentrer avec la ceinture, parce que les clauses à l'entame des négociations, ce n'était pas ce qu'on est allé voir sur le territoire malien. Donc, pour protéger au moins l'intégrité physique des athlètes, on a voulu quand même participer à cet événement. On ne sait pas, ils ont juste respecté les consignes. Je les ai dit de ne pas se donner à fond parce qu'on a d'autres enjeux puisque c'est cet événement. Quels sont les enjeux que vous attendez? Alors, on a la boxe arabe pour Yémen en novembre prochain. Au Yémen? Yémen, tout à fait. Et donc là, c'est un événement de grande envergure. Absolument. Voilà, donc vous avez préféré préserver vos artistes plutôt que de livrer au théâtre malien. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes en association au Bénin, vous n'avez pas encore de fédération. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous trouvez les moyens pour envoyer les athlètes sur ces différentes compétitions? Vous savez qu'au Bénin, pour ces genres de financement, c'est souvent difficile. Nous nous battons en tout cas, de notre manière quand même pour trouver les financements. Mais notons qu'il y a un monsieur, le gérant du cabinet d'architecture Triomphus, monsieur Justin Assis Soglo. Vous allez payer la facture. Oui, ça là c'est clair. Il n'y a pas de souci. Donc il fait beaucoup, c'est un homme qui fait beaucoup. Et quand on le touche, il répond tout de suite. Sans oublier également monsieur le coach Nicolas, un franco-béninois qui est toujours de nos côtés. À chaque fois quand on lui fait appel, surtout dans l'encadrement technique, il est toujours avec moi. Et cette fois-ci, il a passé 1 mois à Cotonou. Et financièrement aussi, il fait de son mieux. Donc, c'est comme ça nous en sommes pour l'instant. On a parlé maintenant de ces activités, je dirais, administratives que vous mettez en œuvre pour pouvoir participer aux différentes compétitions. Oui. On va revenir un peu sur un point technique par rapport à la préparation avant de participer à ce championnat d'Afrique. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des consignes qui sont données aux athlètes. Ça veut dire que vous étiez allé dans l'esprit de ne pas remporter la ceinture, c'est ça? Non, c'était pour ramener la ceinture. Alors, une fois arrivé sur le territoire, je l'ai dit tantôt, les organisateurs n'ont pas pu répondre aux clauses à l'entame de cette négociation parce que plusieurs pays étaient présents, mais nous, à voir un peu ce qui se passe sur le territoire, même je vous dis, le transport interne, c'était pas à notre charge, mais on était obligé de supporter ça nous-mêmes. Vous voyez, donc je ne voulais pas qu'on revienne au pays sans rien faire. C'est pourquoi j'ai juste donné les consignes pour qu'on revienne quand même avec quelque chose. Oui, c'est la deuxième participation du Bénin à cette compétition. Comment trouvez-vous le niveau? C'est vrai à la première participation, on avait également eu des médailles. Oui, à la première participation, c'était l'organisation WACO. Ça, c'était en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, c'est WECA. Voilà, donc c'est une autre organisation. Voilà. Donc, et le niveau de mes athlètes actuellement, bon, ils n'ont pas fait pied de figure.
disons, on dit toujours que quand tu évolues, il te faut toujours un coach pour te ramener à l'ordre, à la raison. Quand tu penses que tu évolues et il n'y a pas quelqu'un qui te suit, bon, c'est pas trop bien. Même les grands champions ont toujours un coach. Le niveau actuel des actuels, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas que je leur jette des fleurs, mais c'est de quoi ils sont capables. On peut donc s'attendre à beaucoup de choses au Yémen. Ah oui, franchement, beaucoup de choses. On va garder espoir alors. Oui. Alors, pensez-vous qu'avec ce qui se passe ici, le niveau de vos athlètes et puis le niveau de la compétition, est-ce que ça montre, ça prouve, est-ce que ça vous donne en fait le sentiment que dans un futur proche, le Bénin pourra, je dirais, monter sur la plus haute marche? Tout à fait. Je ne doute pas du niveau de mes athlètes. Puisque nous sommes dans cette histoire de kickboxing, ça fait bientôt 18 ans. Et 15 ans pour les athlètes. Et moi-même, je suis dedans, ça fait déjà 18 ans. Et je les connais. Il y a quelques éléments là, clés que je connais et je sais de quoi ils sont capables. Vous voyez, l'avantage l'avantage que les Maliens ont, c'est que c'est eux qui ont organisé l'événement. Donc, du coup, moi, je ne m'attendais pas trop à revenir avec une médaille, vous voyez. Donc, ils ont tout raflé, Et bon, nous, on s'est dit qu'on ne va pas quand même participer sans rien avoir. Vous voyez. Tanguy, on a parlé de la bourse hier, aujourd'hui on parle de kickboxing, certainement on va finir cet entretien, mais avant de terminer, il faut expliquer à notre utilisateur c'est quoi le kickboxing, quelle est la différence avec la bourse et aussi la bourse arabe, quelles sont les différences entre ces trois disciplines, sinon pour qu'on puisse mieux comprendre. Alors, quand je prends la bourse contemporaine ou bourse anglaise, c'est juste qu'on la pratique avec les coups de poing, uniquement les coups de poing. Donc, ils ont leur règlement à part. Et ça ne descend pas en dessous de la ceinture. Voilà. Donc, quand je prends le kickboxing, vous utilisez et les coups de poing, et les coups de pied, et les coups de genou. Ah oui. Voilà. Donc, et quand vous prenez, par exemple, le kickboxing, il y a des sous-groupements. Dans le kickboxing, vous avez ce qu'on appelle le light contact ou bien le kick light. Ça, c'est réservé aux adolescents à partir de 18 ans. C'est juste pour les démonstrations. Il y a le low kick. En plus du light contact, vous utilisez les coups de le tibia. Voilà. C'est ça qu'on appelle low kick sur la cuisse de votre adversaire ou de votre coéquipier. Et vous avez maintenant le K1. Le K1, c'est que ça a un peu trait à la boxe thaïlandaise. On utilise les coups de genoux, les coups de pied, les backfists qu'on appelle revers. Et voilà, ça c'est K1. Maintenant, au niveau de la boxe arabe. Au niveau de la boxe arabe, de tout ce que je viens de citer, vous verrez des projections. Il y aura des projections, des fauchages, mais il n'y a pas de coudes. Donc c'est juste ça. C'est ça la boxe arabe. Donc, il n'y a pas de code au niveau de la bosse arabe. Non, on peut faire des fauchages. Tanguy. Voilà donc ce qu'on peut comprendre, la participation de nos deux athlètes à cette compétition du championnat d'Afrique de kickboxing de la zone 2. 2 médailles sur deux pour le Bénin, certes des médailles d'argent, mais pour ces deux athlètes, le Bénin remporte 2 médailles. C'est déjà un grand pas. On peut dire que c'est la saison des médailles d'argent, vice-champion. Donc voilà, en quelque sorte. Oui, je rappelle qu'il y a un athlète, celui de moins de 80 kilos. Lui, il a défendu une ceinture, alors il est vice-champion WECA. Donc c'est pas chose facile. Voilà. Et l'autre, lui, il a juste fait un combat préliminaire. Voilà. Alors, monsieur Raoul Sofonou, nous allons terminer cet entretien. Votre mot de fin. Mon mot de la fin, c'est juste un merci au gérant du cabinet d'architecture Triomphus. Je ne peux que lui souhaiter une meilleure santé et la prospérité, voilà, dans ses affaires. Et je n'oublie pas également à monsieur Kodjo, Nicolas, le coach franco-béninois, qui fait beaucoup aussi. Et un coucou au SG Fernando Ressou, voilà, tout à fait, qui nous encourage dans l'homme réellement. Et un coucou à tous les athlètes et que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'association sportive Wu Tang, promoteur du kickboxing et de la boxe arabe au Bénin.
Au plaisir et bonne chance pour vos futures, je dirais, compétitions, que ce soit au plan national ou international. Merci. Est-ce que je dois vous retourner vos médailles ou je les garde? Bon, oui, sinon vous aurez affaire aux athlètes. Ah, dis donc. Bon, et surtout quand il s'agit de coups de poing, de coups de pied, de coups de coude, il vaut mieux que je vous les remette. Merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Vous passez une très très bonne journée. Merci, monsieur. Allez, Moumouni, on va feuilleter un peu l'autre actualité, sinon les autres actualités de la journée. À tous les regards au niveau du continent, donc se retourner vers Abidjan qui accueille la cérémonie, donc qui va consacrer, je dois dire, la constitution des groupes pour ce qui concerne la phase finale de la CAN de football de janvier prochain. Oui, Tanguy, donc ce serait la 3e édition de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 nations. Après donc la première édition où le Bénin a participé, s'est retrouvé en quart de finale, pardon. Cette année en Côte d'Ivoire, on aura la 3e édition et ce sera 4 pots qui seront constitués donc pour ces différentes nations. On aura au niveau du pot numéro 1 la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Ceci dit, d'office, ces nations ne vont pas évoluer dans le même groupe. Au niveau du pot numéro 2, on a donc le Nigeria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et puis la République démocratique du Congo. Au niveau du pot numéro 3, il y aura donc l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et puis la Mauritanie. Et puis pour finir avec le pot numéro 4, il y a donc l'équipe de la Guinée-Bissau, le Mozambique qui s'est qualifié bien sûr dans la poule L lors des éliminatoires. C'était face au Guépard lors de la dernière journée. Il y aura la Namibie, les tombeurs des Béninois, bien entendu, et puis l'Angola, la Gambie et pour finir la Tanzanie. Voici donc la composition des différents pots, des chapeaux bien entendu pour ce tirage au sort qui aura lieu en Côte d'Ivoire ce soir. Ah oui, il faut le rappeler, hein, il y a 24 nations qui participent, doit-on les rappeler? La Côte d'Ivoire, pays organisateur, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, la Zambie, la RD Congo démocratique, donc le Ghana, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, Conakry, vous devinez, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau aussi, dis donc, toutes les Guinées sont présentes, le Cap-Vert, l'Angola, la Tanzanie, le Mozambique, et s'il vous plaît, la Mauritanie, la Gambie, et puis Namibie pour finir. Ça doit faire les 24 équipes. Avant même que la compétition commence, vous avez suivi un peu les éliminatoires. Quel est le pays qui part favori à votre sens? Tanguy, aujourd'hui, avec le statut des différentes nations, on sait que de plus en plus, les nations ont des joueurs émergent et ont des joueurs qui évoluent à de très hauts niveaux. Et il y a aussi qui peuvent surprendre, qui ont des joueurs qui évoluent surtout au plan local, mais qui ont de très belles je dirais, cohésion au sein de leur effectif. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Il faut d'abord la solidité, la cohésion au sein de l'effectif, avant maintenant de parler des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Aujourd'hui, on en connaît très bien. On parle du Sénégal qui a donc suivi l'Algérie, qui a remporté aujourd'hui le Maroc, qui a terminé lors de la dernière Coupe du Monde en demi-finale. Une autre possibilité. Donc voilà donc des nations qui peuvent faire la différence à tout moment. Oui, mais la CAN ne réussit pas très souvent au Maroc. La Côte d'Ivoire, oui, le Maroc, c'était, disons, c'est un coup de chance parce que voilà, éliminé par le Bénin au tir au but. Je crois que là, c'est un jeu de hasard, certainement, parce qu'il va falloir que le gardien... Ah non, hein, on a fait quand même 45 minutes fois 2 plus les 15 fois 2. Je n'en disconviens pas, on avait vraiment un bloc très bas. C'était une résistance, ça me rappelle donc la Coupe du Monde 2018 où l'équipe de la Russie éliminait l'Espagne, malgré les 80 et quelques % de domination de l'équipe de la formation espagnole. Donc je dirais que c'est un schéma à la Mourinho qui domine aujourd'hui, qui marche très bien quand vous avez un bloc, mais sauf qu'il faut vraiment être beaucoup plus résilient, sans quoi on arrive, la pression vous fait craquer. Mais le Bénin a réussi à résister en son temps. Vous parliez de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, tout à l'heure. Oui, la Côte d'Ivoire qui a, je dirais, son équipe assez suffisamment remaniée depuis ces dernières années, après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe ivoirienne qui est aujourd'hui composée majoritairement de très jeunes joueurs qui évoluent aussi au haut niveau. On en connaît aujourd'hui, quand on prend par exemple que ce soit Sangari qui évolue du côté de Nottingham Forest, il y en a bien d'autres joueurs et certainement qui évoluent au haut niveau, qui viendront meubler cette formation de la Côte d'Ivoire. Tanguy, ce qu'il faut retenir simplement, ce serait une très belle Coupe d'Afrique des Nations
avec également le Ghana aujourd'hui qui a aussi de très jeunes joueurs. On les a vus à la Coupe du Monde, certes ça n'a pas vraiment avec payé. De vieux qu'on a traîné, mais il y a quand même quelques 109. Mais aujourd'hui quand vous regardez surtout sur les dernières rencontres sorties du Ghana, les anciens n'ont pas véritablement joué. Il y avait, je dirais, parmi les anciens Jordan Ayew qui était titularisé lors de cette dernière sortie, et justement la preuve, raison pour laquelle il avait même porté le brassard. Donc ça fait partie donc de ces changements qui sont apportés au niveau de ces différentes nations, et je suis sûr quand on prend les équipes comme la Zambie qui va revenir, le Mozambique, vous voyez ce que cette formation peut faire comme différence au cours d'une explication. Ils sont des équipes qui ont majoritairement également des clubs qui sont représentés au niveau de la Ligue des champions africaine ou encore des différentes compétitions de la Confédération africaine de football. Donc je crois que d'une manière ou d'une autre, on va assister à une très Est-ce qu'il y a des équipes qui vont vous manquer à ce rendez-vous? Oui, à ce rendez-vous, moi je pense par exemple aux Barreas qui ont quand même été formidables à la CAN 2019 oui, voilà. Et les Comores également. Tout à fait, ce sont de belles équipes qui vont nous manquer. Oui, justement, qui sont venues et qui ont créé la surprise, qui ont présenté de très beaux tableaux dans le fond du jeu. Et justement, je crois que ce sont des équipes qui vont manquer, certes des petites équipes, mais qu'on aimerait encore voir poursuivre leur début dans ces compétitions. Mais malheureusement, n'ont pas réussi à se qualifier pour cette édition. On va faire avec les gros cylindres qui sont et les habitués, doit-on dire, à la limite. Allez, on va s'intéresser un peu à notre équipe nationale. Même si elle participe à la CAN prochaine, elle se prépare pour la Coupe du Monde prochaine. Et justement, les Guépards sont actuellement en stage, je dois dire, d'initiation ou d'acclimatation aussi au Maroc. Oui, un stage de préparation donc dans le cadre des deux rencontres amicales comme temps pour les journées FIFA. Je crois que c'est déjà très bien puisqu'on constate depuis quelques années que le Bénin commence déjà par, je dirais, s'habituer au préparatif, à disputer des rencontres dans le cadre de ces journées de trêve qui permettent aux équipes d'harmoniser un peu leur effectif et de revoir les joueurs disponibles, ceux qui sont capables de pouvoir apporter quelque chose lors des compétitions, je dirais, internationale de la FIFA ou de la CAF. C'est déjà un très bon pas pour le Bénin, que le Bénin se retrouve déjà depuis quelques années. Mais le Bénin choisit parfois des adversaires qui sont de traditionnels adversaires. La Sierra Leone, par exemple, qu'on connaît habituellement et qu'on rencontre habituellement. Oui, justement, la Sierra Leone comme ça au pied levé pour remplacer le Botswana qui était envisagé pour servir quand même de match test. Il faut reconnaître que ce n'est pas en fait comme des matchs de quartier où on peut se lever et appeler un ami de l'autre quartier, disputer un match. Tout est administratif. Il faut d'abord passer par toutes ces procédures administratives. Il faut d'abord voir si la nation que vous invitez est disponible à jouer avec vous, et aussi voir de l'autre côté les invitations que vous recevez, parce que pendant que vous vous intéressez à d'autres nations, il y a d'autres nations qui s'intéressent à vous, et partant de là, il faut voir, comme on le dit, mieux vaut un que deux, tout l'aura. Donc du coup, je crois que ça fait partie de tous ces calculs qu'il faut faire avant d'accepter les matchs amicaux. Si je vous donne un exemple simple, le Nigeria, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d'Afrique, joue l'Arabie Saoudite, il faut s'imaginer, et joue le Mozambique. Tout à fait. Le Cameroun qui est annoncé pour jouer la Russie, si mes informations sont bonnes. En tout cas, depuis ma foi quelques mois, ça a été décalé pour plusieurs raisons, dont la situation entre Moscou et Kiev. Bon, on espère que ça va pouvoir se tenir. Donc ça fait partie de toutes ces procédures qu'il faut suivre avant d'organiser des rencontres amicales. Et je crois que même si c'était l'adversaire, le Botswana, aujourd'hui on a une équipe, un club botswanais qui va disputer cette saison la Ligue des Champions, alors qu'aucune équipe béninoise ne se retrouve depuis plusieurs années après l'épopée de ces années où les Dragons de Lemay ont fait la fierté du Bénin au niveau du continental. Aujourd'hui, en dehors des premiers tours d'éliminatoire, on n'a pas encore passé. On n'est jamais allé au second tour depuis plusieurs années dans ces compétitions. Voir aujourd'hui une équipe, un club botswanais qui va jouer la Ligue africaine des champions, ça c'est la crème des crèmes sur le continent. Donc en dehors des compétitions qui sont réservées aux équipes nationales. Donc je crois que les adversaires ne sont pas des moindres. On a vu la Sierra Leone ici. On a discuté des rencontres contre la Sierra Leone lors des dernières journées pour la participation à des Coupes d'Afrique. On a été battu, on a perdu face à ces formations. Ceci dit, ce ne sont pas des petites équipes. On a vu le Bénin battre la Zambie ici dans ce pays par le passé lors
des éliminatoires. On a vu la Zambie remporter par la suite la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avec Everina. Donc c'est dit qu'il n'y a pas de petites équipes. Le plus important, c'est d'arriver quand même à jauger le niveau de ses adversaires, de ses joueurs. Absolument. En tout cas, on va continuer à faire notre petit bonhomme de chemin. On a changé de nom. Bon, on attendra de voir si l'impact quelques années, cela pourra nous aider à décrocher la CAN, parce que c'est l'objectif. Ça vous fait sourire? Bon, en tout cas, moi, je sais comment décrocher la CAN une fois. Une fois? Ah oui. Au moins de notre vivant. Oui, au moins de notre vivant, moi j'ai espoir qu'on va décrocher la CAN. Allez, on va finir rapidement. Autre actualité qu'il faut aborder ce matin, c'est bien sûr l'équipe féminine U20 qui va donc accueillir son adversaire ici du Sénégal, les Lions. À l'aller, les Béninoises ont été battues sur le score de 2-0, 2 buts inscrits bien entendu sur des erreurs défensives. Le retour, la manche retour, c'est pour dimanche prochain, le 15 octobre 2023, si c'est au stade de l'amitié générale Mathieu Kekou, Abdoulaye Ozero actuellement affûte les armes avec ses poulains. On va lui souhaiter beaucoup de chance et surtout une bonne focalisation de travail sur cette ligne défensive qui, ma foi, a beaucoup hésité. Elle n'est pas vraiment entrée dans le jeu. A dû encaisser les buts de façon matinale. On a quand même ce problème aujourd'hui au Bénin parce qu'on l'a toujours souligné. C'est une question de formation et la formation, ça se fait déjà depuis la base. Certes, aujourd'hui, on devait être très fiers de ces jeunes joueuses qui, malgré, je dirais, la défaite, font énormément d'efforts. On sait par le passé, le football féminin n'était pas vraiment, je dirais, dans nos habitudes ici. Quelques, je dirais, quelques personnes qui ont la passion ont réussi à donner leur rudiment, sinon je dirais le peu qu'ils en savent à ces jeunes filles. Depuis près de 3 ans, nous avons commencé avec le championnat et puis d'autres initiatives du gouvernement qui ont permis aujourd'hui de pouvoir réunir ces jeunes filles seulement 3 ans après les retrouver à ce niveau. D'ailleurs, elles ont été exemptées du premier tour. Ceci dit, les nouveaux a véritablement progressé pour qu'elles se retrouvent directement au second tour. Elles affrontent maintenant le Sénégal. Je crois qu'il y a déjà la matière à être fière. Voilà, à être fier de ces joueurs qui sont déterminés, bien entendu. Ali Moumouni, merci. C'est moi, Raoul Sofonou, merci. Bonne journée à vous deux. À demain, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause. Va pas à l'université qu'elle a choisi, c'est de l'autre côté. Non, jamais qu'à l'université. Davido, vous êtes encore dans ces problèmes ici. La seule université au Bénin ici qui soit capable de former votre enfant, elle sera valable au Bénin et à l'extérieur, c'est l'Université africaine de développement coopératif. C'est une université panafricaine formée par 20 pays africains. Cette université existe au Bénin depuis 55 ans. Ils forment en économie coopérative et en économie sociale. Les gens viennent de l'extérieur, ils viennent du Japon, ils viennent du Canada pour se faire former ici. Votre fille, avec son bac, si elle s'inscrit en licence à l'UADC, elle a une bourse de 40%. Si elle s'inscrit en master, elle a jusqu'à 50%. L'Université africaine de développement coopératif forme à la licence et au master en économie coopérative, en microfinance, en micro-assurance santé, en développement local et décentralisation, en gestion des projets de l'économie sociale. Enseignement et inscription tous les jours ouvrables de 8h à 14h au campus de l'UADC 6 au quartier Jacques, à Papa derrière le ministère de la Santé, loin du service des plaques d'immatriculation de l'ANAT. Téléphone 00229 51 79 27 17 95 38 12 84 21 33 06 39 WhatsApp 97 88 00 25. L'UADC, c'est 55 ans d'expérience dans la formation de qualité au service du développement de l'Afrique. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid.
Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur air froid inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Vous n'allez peut-être pas vous en revenir, mais attention, susciter la candidature de quelqu'un pour les prochaines élections, notamment la présidentielle, pourrait vous coûter votre liberté. En tout cas, c'est l'actualité. Alors là, à Cotonou, Franck Aounou, bonjour. Bonjour. Votre commentaire en parle. Un jeune acteur politique s'est attiré des ennuis pour avoir osé contribuer aux actions appelant un ministre du gouvernement à briguer la magistrature suprême en 2026. C'est bien de cela qu'il s'agit. Bien sûr, Tanguy. Du moins, c'est pour le peu que l'on sait de cette information qui a vite fait le tour des réseaux sociaux et très rapidement, selon les faits rapportés par plusieurs journaux en ligne. Il s'agit d'un jeune acteur politique du Septentrion qui s'est vu coller une procédure judiciaire ouverte par la Criette. Depuis ce lundi, il est poursuivi sans être gardé dans les liens de la justice, du moins pour le moment, pour avoir appelé l'un des ministres du gouvernement à se présenter à la présidentielle de 2026. Le chef d'accusation évoqué par le ministère public lors du procès ouvert dans le cadre de cette affaire devant la Criette est intitulé « Harcèlement par le biais de moyens électroniques », tout simplement parce que ce dernier s'est donné la liberté, la latitude de partager dans un groupe WhatsApp un visuel de suscitation de la candidature du ministre dont je taire le nom ici, comme la plupart d'ailleurs des médias qui ont traité cette information. Prudence oblige. C'est dire que l'accusé dit n'être pas l'auteur du visuel, qui n'a fait que partager certainement pour accompagner la dynamique qui prend de plus en plus corps à cette veille de 2026. Mais il en a appris à ses dépens, car son acte lui vaut présentement un beau paquet d'ennuis avec la justice de son pays. La Criette l'a invité à s'expliquer si lui et son avocat, s'il en avait bien sûr, ne parviennent pas à convaincre cette cour, eh bien, il devra passer entre 1 mois à 2 ans derrière les barreaux, plus une amende de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Pour tout dire, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme n'invente rien, n'a fait que recourir au code du numérique qui a prévu quelque part dans ses pages une telle infraction. Cela donne une fois la preuve que ce code est une véritable épée de Damoclès qui plane sur nos têtes et dont l'avènement vise véritablement à assainir l'activité sur les réseaux sociaux et à circonscrire les déviances qui s'y organisent parfois. Si quelqu'un ne le sait pas, c'est à ses risques et périls. Si quelqu'un est bien, ce code reste et demeure un véritable instrument de répression aux mains de la justice pour garantir la paix sur WhatsApp, Facebook et les autres médias sociaux. L'époque des lus pour vous, de ceux qui restent derrière leur smartphone dans leur petite chambre pour balancer des posts qui enflamment la toile sans qu'ils ne soient inquiétés,
cette époque est bien révolue. Il vaut mieux être prudent, sinon on interroge le fameux code sur le numérique, il y aura toujours un aspect qui règle votre compte, Tanguy. Absolument. La criette, elle fait son travail parce que justement, une plainte a certainement été déposée contre ce jeune acteur. Mais pourquoi cette peur autour de 2026 dans le rang des collaborateurs du chef de l'État? Vous savez, Tanguy, après la démission de Khomeki, plusieurs langues ont fait le lien avec ses comportements qui semblent donner sa position par rapport à la présidentielle de 2026. Je n'y avais pas accordé trop de crédit, mais les événements qui ont succédé cet épisode de Khomeki laissent perplexe et demandent de garder des proportions en analysant cette actualité. Mais cela peut se comprendre à deux niveaux pour ce qui concerne les membres du gouvernement. Tout d'abord, il y a mieux à faire en ce moment autour du chef de l'État que de s'occuper de la suscitation de candidatures. Et j'ai toute l'impression que Talon n'aimerait pas trop que ses ministres se prêtent à ce jeu pour éviter de disperser les énergies parce qu'il y a tout le temps encore devant pour s'y adonner. On est qu'en 2023, donc à quelques 3 ans de la présidentielle. S'il permet cela dès maintenant, ce serait ouvrir lui-même de ses propres mains la boîte de Pandore et ça ira dans tous les sens. Il sera difficile de canaliser quoi que ce soit après. On assistera à des démonstrations de force au sein d'une même équipe. Ce sera pour le moins déplaisant. Ensuite, aucun ministre de Talon ne veut se rendre coupable de ce que j'ai l'habitude d'appeler le positionnement précoce pour 2026. Tout simplement parce que rien n'est encore clair, rien n'est décidé, les vraies consignes ne sont pas encore passées officiellement. Donc, on ne veut pas émietter ses chances avant que le chef de lui-même décide de la couleur à donner à 2026. Tout le monde autour de Patrice Talon reste dans l'expectative absolue car la moindre erreur serait préjudiciable à l'ambition qu'ils sont très nombreux à nourrir en sourdine autour de l'homme sans avoir le moindre courage de l'afficher. Puis enfin, pour ce qui concerne le reproche qui est fait aux jeunes acteurs politiques du Septentrion devant la criette, j'estime que c'est un peu, à mon avis, excessif. Cela frise une manière de restreindre, une manière détournée de restreindre un peu les libertés de penser, de s'exprimer, de donner son opinion. Il s'agit des principes sacro-saints de tout système démocratique comme le nôtre. Et ce membre du gouvernement en question, que craint-il? N'a-t-il pas peur qu'on découvre ce qu'il mijote peut-être en sourdine? Ne devrait-on pas utiliser nos textes de loi de façon plus judicieuse, de sorte à les rendre plus protecteurs des citoyens? Ne serait-il pas profitable à tous ainsi, car vous êtes dans une position aujourd'hui, demain vous pourrez être dans l'autre. À bon entendeur, à demi-mot. Merci à vous, Franck Aonou. Les autres acteurs sont déjà là. William et Eric, bonjour, chers messieurs. Bonjour, Tanguy. Ce matin, je ne sais pas si vous vous êtes inspiré ou si vous aviez des envies de suscitation de candidature, mais faites attention. Un avocat pourrait vous rendre visite pour mieux chercher à comprendre quels sont vos intérêts à susciter la candidature de quelqu'un. C'est quand même curieux, non, William? Vous savez, nous sommes en démocratie, que pour une opinion tout aussi banale, quelqu'un se retrouve devant un juge. Elle est banale. Elle est toute banale, cette opinion. Je veux que tel soit un chef d'État. C'est banal en démocratie. C'est banal que de dire, que de ne pas dire que j'ai vu quelqu'un se positionner pour aller à l'élection, que j'ai vu quelqu'un donner son assentiment à quelqu'un pour qu'il soit aux élections et de dire juste je veux le voir diriger ce pays. Dire soi-même ou dire de quelqu'un d'autre qu'il peut être, qu'il est présidentiable, qu'il peut présider aux destinées de ce pays n'est pas un péché, n'est pas un crime. Du moins, quand on ne veut pas renoncer à ce principe de gouvernance sur lequel nous nous sommes tous accordés, c'est-à-dire la démocratie. L'un de ces principes fondamentaux, c'est la liberté de l'expression. L'expression, oui, ça doit rester dans un cadre précis. Justement. William, vous êtes libre de penser tout ce que vous voulez, vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez, mais dès lors que je viens sur la place publique pour dire votre pensée, elle ne me plaît pas, en tout cas le destin que vous me souhaitez, il ne me plaît pas, ça vous arrête directement dans votre élan. En principe, ça devient harcèlement, comme l'a dit d'ailleurs, je dois dire ceux qui se sont plaints. On pourrait discuter autour. Quand je sais que l'infraction de suscitation
à un poste politique n'est pas constitué en République du Bénin en droit positif, et que quelqu'un peut se permettre de dire son opinion et de dire que quelqu'un peut être un présidentiable, sur ce que vous faites comme analyse, j'ai une réserve. Quand ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont eux-mêmes les fruits de cette méthode. À Paris, Patrice Talon avait beaucoup d'organisations de jeunes qui suscitaient sa candidature. On a vu des rois s'aligner à Porto Novo pour susciter la candidature de Sébastien Javon. On a cette méthode depuis quelques années de faire de la politique, c'est-à-dire de faire dire aux autres ce qu'on pense, ou d'attendre que les autres le fassent et qu'on l'accepte. Je suis d'accord que Robert Ouadagni a fait savoir à tous les Béninois par voie de communiqué qu'il n'est pas dans cette dynamique de suscitation de candidature. C'est indécent d'en parler d'ailleurs même à l'heure. Je suis d'accord, et que pour une raison ou une autre, il veuille se faire droit, il veuille se rendre justice, il est en droit de le faire, mais attention, n'oublions pas que jusque-là, nous sommes dans une respublica, la chose de tous, une république, et nous sommes en démocratie. Eric? Non, je conçois qu'on veuille passer un message. Ne me mettez pas dans vos histoires de suscitation, dans la forme. Dans le fond, je trouve que pour avoir manifesté un souhait, un désir de voir un homme, n'est-ce pas, gérer le pays qui se retrouve devant les juges, je trouve ça excessif, c'est assez exagéré. C'est aussi, comme on dit, une façon de montrer que pour peu qu'on peut se prononcer sur le positionnement de telle ou telle personne, n'est-ce pas? On peut se retrouver derrière les barreaux. On parle de la liberté d'une personne. Je pense qu'on peut trouver d'autres formules pour faire comprendre à l'intéressé, autant que cela se peut, je pense, puisque à partir du moment où vous acceptez gérer un poste politique, à partir du moment où vous êtes connu comme une personnalité publique, on peut accepter sur soi-même parfois subir une certaine prise de parole, quand bien même cela n'est pas souhaité. J'aurais aimé voir l'intéressé essayer encore une fois d'expliquer à l'opinion, à qui veut comprendre, à qui veut l'entendre, via les canaux, tout ce qu'il veut, faire comprendre encore à nouveau qu'il m'est revenu de constater, quand bien même je me suis opposé, que des gens continuent de manifester cet intérêt. Ce que je ne voudrais pas, ce que je ne souhaite pas. Encore que, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, nous n'étions pas encore dans ce genre de mouvement de suscitation. Tout le monde sait que nous allons vers les élections générales. Et donc, c'est la période, voyez-vous, c'est ce qu'on entend le plus. On est encore à 3 ans de là. On ne peut pas tout de suite commencer à se... On ne peut pas contrôler l'agenda de tous les 11 ou 12 millions de Béninois. Si eux, ils ont leur agenda et que c'est peut-être à partir de 2024, de 2025, ou je ne sais que ça, c'est eux, ça. Maintenant, on va avoir le Bénin est constitué. La lecture politique de cet événement, mais continuons à explorer, je dois dire, le domaine juridique. Alors, le juge ou le procureur peut être sollicité dans 2 cas de figure possibles, selon la loi. D'abord, quand la loi ou les lois de la République sont violées, ou quand il y a préjudice porté à autrui. Alors, dans le cas présent, est-ce qu'on est face à l'un des 2 cas? Oui, je pense que Ouadagni, où les ministres du gouvernement, Khomeki, le ministre d'État Blaise Biotchane, le ministre Saliman Karimon, tous les autres ministres, s'ils sentent que leur image en tant que personnalité publique est écorchée, eh bien, ils peuvent aller porter plainte. Je parle de l'ensemble des ministres. Nous ne voulons pas que vous... Il n'y a pas que le ministre, même moi-même, si mon image est écorchée parce qu'on quelqu'un se lève aujourd'hui et moi je vais porter plainte. Aller à la présidentielle, vous pouvez dire, je n'en veux pas, et c'est leur plein droit. Moi, j'ai suivi, j'ai lu dans les journaux un artiste, par exemple, qui était enceinte, qui s'est présenté dans une place publique, et un photographe est allé le filmer, est allé prendre les images qu'il a publiées. On lui a collé un procès, il dit, d'accord, je suis un artiste, je suis un homme public, mais j'ai ma vie privée, ça peut se comprendre. Mais vous voyez un peu, le jeune acteur politique, il paraît qu'il n'a publié que le visuel. Ah, moi je ne savais pas que, par exemple, le fait de voir en quelqu'un des qualités de pouvoir gouverner son pays est un crime de lèse-majesté. Non, mais vous oubliez le volet harcèlement. On a dit, monsieur a dit, moi, le débat là ne me plaît pas. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas décent.
Quand vous insistez, vous le harcelez, vous le perturbez. Et le monsieur a besoin d'être concentré pour travailler. En quoi il y a eu insistance là? On ne nous a pas dit que le jeune a pris un mois pour diffuser ce visuel qui appelait le mot harcèlement. Je pense que ça doit avoir c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs degrés. Est-ce que le jeune a pris la peine de publier chaque jour, par exemple, dans ce forum WhatsApp, et il dit, ou bien là où le ministre peut aller lire, disons, le visuel, qu'il ait retrouvé ça plusieurs fois. Moi, je pense que Patrice Talon n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ce qui se passe. Et comme les gens savent, il a les informations, il a le renseignement, et comme les gens savent qu'il sait ce qui se passe, eh bien, on veut vite faire pour se détourner. Ça, c'est votre interprétation. Oui, c'est mon avis. Si pour l'intéressé, c'est la peur de se retrouver en difficulté avec le président. Ça, c'est la lecture politique. On peut parler de la lecture juridique, oui. Est-ce que dans les deux cas où la loi, enfin, le juge doit être sollicité ou le procureur doit être sollicité, on n'est pas là, justement, en voyant l'exemple de ce jeune homme, qu'il est en infraction. Absolument, puisque, comme vous l'avez relevé, l'intéressé a fait savoir, n'est-ce pas, qu'il ne voudrait pas voir son image, encore moins son nom, dans ce mouvement de suscitation. Et elle a été claire là-dessus, voyez-vous. Maintenant, pendant qu'il le dit, je veux m'assurer que tous les Béninois ont lu ce genre de communiqué ou sont tombés sur ce support qui renseigne que telle personne vraiment s'est opposée à ce genre de choses. Il faut encore le déterminer, voyez-vous. Maintenant, est-ce que c'est le seul moyen pour amener l'opinion à comprendre que moi, je ne veux pas être dans ce genre de mouvement que d'envoyer un individu en prison? Il me semble que ça a fait beaucoup de dépôt. Il n'y a pas encore eu mandat de dépôt. Oui, il ne peut pas avoir mandat de dépôt, justement, parce qu'il ne représente pas un danger public. Oui. Encore que le procureur pouvait décider de le mettre sous mandat de dépôt, ça dépend. Vous savez, d'abord, c'est une torture que d'être devant un juge, et le juge de la criette, pour avoir dit que quelqu'un sera un chef d'État. C'est mon opinion, honnêtement. Deuxièmement, vous savez, j'ai essayé de recouper certaines informations et jusqu'à un démenti formel qui pourrait dire le contraire de ce que j'ai comme information, c'est une autosaisine du parquet de la criette. Voilà, il n'est pas, demandeur de cette procédure. C'est une autosaisine plutôt. C'est un élément qui change tout le débat. Hein? Ça change le débat pour moi. Pour moi, ça permet d'aller un peu plus loin, d'aller comprendre comment est-ce que dans tout ce qu'il y a comme nuisance ici au Bénin, qui relève de la compétence de la juridiction spéciale qu'est la criette, c'est la suscitation de la candidature de quelqu'un. Je dis encore que je mets des griffes parce que ce sont les informations que j'ai pu avoir. Le procès, c'était lundi. Et vous savez, certains journaux ont publié, ou certains médias en ligne ont publié seulement le report, on a parlé de Wadagne, mais on a oublié cet aspect d'autosaisine du juge. C'est pas Wadagne qui est demandeur de la procédure, mais c'est le juge qui sent que dans tout ce qui trouble la tranquillité publique au Bénin aujourd'hui, c'est la suscitation de candidature de Romuald Wadagne qui est un des éléments les plus... Le procureur doit être très sélectif là, hein, puisque ce n'est pas le seul cas qu'on a sur la place publique. Justement, parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y en a d'autres qui suscitent et qui suscitent également pour d'autres candidats. Cela m'amène à faire la transition du débat politique, si vous le permettez. On y va donc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas suscité la candidature d'autres ministres membres du gouvernement? Moi, la question politique, là, pour moi, a toute sa place. Arrêtons de nous cacher derrière le bout de nos doigts. Si nous avons eu des velléités qui, pour une conjoncture politique donnée, nous ont amené ou la conjoncture nous a amené, pardon, à rebrousser chemin, à faire marche arrière, à décélérer pendant un moment ou à analyser autrement le contexte et l'environnement politique, on n'a pas fait payer le lot tribut de ça à de jeunes acteurs politiques, à des jeunes Béninois et à distraire le débat politique. Pour moi, il y a pour finir, il y a plus sérieux à dire au Bénin. Il y a plus sérieux à dire. Et je finis par dire, toutes les fois que quelqu'un dit, et ça c'est au Béninois, à monsieur, madame, tout le monde, toutes les fois que quelqu'un dit « je ne veux pas de quelque chose », il ne faut pas le forcer à cela pour nous amener des matins à nous lever et à dire les choses comme ça, encore pendant qu'il y a des choses sérieuses à dire dans la République. Sur le terrain politique, on ne va pas occulter le contexte des réformes qui veulent quand même qu'on ait un certain ordre, un certain comportement respectueux des lois qui sont votées, qui permettent quand même d'avoir une démocratie qui tienne la route, Eric. Donc, on ne peut pas susciter des candidatures en dehors des partis politiques qui sont annoncés pour être porteurs justement de ces candidatures.
Vous savez que c'est un exercice assez courant à l'approche d'une élection. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais les réformes sont intervenues entre-temps, on ne peut pas les occulter. Nous sommes justement dans les réformes et puis les mouvements n'ont pas cessé pour autant. Hein? Et bien avant ce dont on parle ce matin, il y a déjà eu des groupes qui sont constitués, des groupes de jeunes, des mouvements qui font le tour de nos localités, n'est-ce pas, pour susciter la candidature de quelqu'un. Et quand on parle d'autosaisine, bon, je me dis qu'il y a plus sérieux même que l'intéressé, que le débat de ce matin. Moi, je pense qu'il faut franchement voir ce sujet dans le fait que le contexte aujourd'hui, voilà, et que nous allons vers des élections générales. Après, quand vous êtes à la tête d'un ministère et que des gens vous accordent une certaine sympathie, une certaine admiration, peut-être parce que vous gérez bien vos postures, les accroches et puis tout ça. Il y a cette passion, c'est cette émotion qui peut amener quelqu'un à poser un acte de ce genre, voyez-vous. Donc, mais le contexte, le cas il est bien saisi. Si, j'ai rencontré quelqu'un qui dit ah mais Tanguy, je l'aime tellement que même à la maison je m'amuse à le répéter. Donc on va pas reprocher à cette personne ce sentiment tant que ça ne me dérange pas, tant que ça ne me dérange pas, moi je m'en accommode quand même. Et je ne voudrais pas vraiment que le juge de la criette s'auto-saisisse pour inquiéter mon ami admirateur. Oui, mais il n'y a que les partis politiques qui ont profité du contexte justement pour commencer à hausser le ton. J'ai vu la titraille de Le Matinal ce matin, notamment sa manchette qui parle justement de la position du BR et de l'UPR désormais contre les éventuelles idées qui pourraient aller dans ce sens au niveau des militants. C'est trop tard. C'est trop tard parce que vous vous rappelez, on a fait ce débat-là ici où on demandait aux partis politiques de se positionner dans ce débat-là. Soit ils refusaient, soit ils ouvraient la parenthèse pour les gens de le faire. C'est seulement maintenant, quand on a vu que d'un côté, les gens ont sorti les griffes pour dire attention, je ne veux pas que vous associez mon nom qu'un parti politique. C'est les partis politiques qui devraient organiser cette activité-là. Parce que nous sommes à 3 ans et la pratique, ce que nous avons l'habitude de faire ici au Bénin, déjà même à 5 ans, on a les prémices d'une élection présidentielle qui doit venir. Si les partis politiques se réveillent trop tardivement maintenant, la balle est déjà partie. Il sera difficile de ramener cette balle-là. Et moi, je me demande si le code du numérique là est assez éprouvé dans la lutte contre les cybercriminels, nos jeunes frères qui manipulent, qui manipulent pour qu'on veuille élargir ça jusqu'à la suscitation d'une candidature. On ne va pas dévier du débat. Non, vous savez, j'allais finir. C'est pour dire que moi je pense et je suis sûr que les juges de la criette, ils vont condamner par sursis, tout simplement parce que... C'est quoi, vous avez fait les droits? Non, moi je pense, parce que ce sont des hommes qui sont là-bas, ce sont des gens qui ont étudié, ils vont condamner par sursis. La loi c'est la loi, il n'y a pas de loi. La loi c'est la loi, il n'y a pas de sentiment. Vous avez l'interprétation du juge. Moi j'ai fait le droit. Et j'ai toujours dit que le droit n'est pas fait pour les faibles. Le droit en réalité est conçu pour les plus forts. Et tous les jours que les décisions se rendent, tous les jours que vous allez au niveau des salles d'audience, moi je me rends compte, moi c'est mon opinion personnelle. Les juges seront pas contents de toutes les façons. Oui, Eric, oui. Je parle du réveil des partis politiques. Ils auraient pu occuper le Comment ils vont occuper le Vous savez, ça c'est une hypocrisie politique. Allez demander à ces jeunes qui sont dans les mouvements de suscitation, interrogez-les. Vous allez voir que derrière ces mouvements, c'est des acteurs, des membres influents des partis politiques, n'est-ce pas, qui les financent et qui les demandent vraiment d'être dans ce genre d'activité. Oui, justement. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on refuse? Qu'est-ce qu'on veut accepter? On vient sur la place publique, on nous fait croire que pour l'instant, les partis politiques sont dans leur agenda, ils sont dans une forme de discipline de groupe, ils respectent les statuts, machin, et puis tout ça. Mais c'est eux qui reçoivent ces jeunes chez eux à la maison. Ah ok, d'accord, pour le week-end prochain, nous irons dans telle localité où on a besoin de budget. Et puis, justement, donc je pense que le jeu politique, c'est comme ça. Ça se passe comme ça dans une démocratie. Quand on va avec des élections, il y a des mouvements un peu partout, on ne peut pas refuser ça. Est-ce que c'est vraiment un vide que les jeunes occupent, William? Il y a un vide, pour moi. Et, on a des partis régaliens, des partis régulièrement enregistrés aujourd'hui au Bénin,
qui délaissent le débat public, qui ne parlent pas du quotidien des Béninois. Parce que, vous savez, pour moi, la fonction d'un parti politique, ce n'est pas de se positionner à l'orée des échéances électorales, de faire un amas de je ne sais quelle mesure, de bombarder les jeunes de quelques emplois précaires, éphémères et d'une durée on ne peut plus courte. Pour moi, le parti politique, c'est la place dans le débat public, dans la réalité des Béninois. On a parlé d'homosexualité qui figure désormais dans les cahiers des apprenants. Les partis politiques opinent sur des choses comme celle-là. Actuellement, en France, le débat, c'est comment est-ce que la France se positionne aux côtés d'Israël ou non par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Vous savez, un parti politique n'est pas là pour dormir après les échéances électorales. Mais des partis qui ont à peine 5 ans de vie, alors que la France que vous citez, c'est des qui ont 53 élus à l'Assemblée, qui ont 28 élus à l'Assemblée, ce sont des partis grands. Et maintenant, quand on parle de la suscitation de candidature, je pense que les gens sont libres de le faire. Eric a mentionné quelque chose de très important. Qu'on ne nous fasse pas croire que ce sont ces jeunes même qui se positionnent. Ils ont un intérêt à se positionner parce que beaucoup ont fait ça les années antérieures et ont pu être récompensés en ayant des postes. Et d'autres... il a fait 7 ans. Et ils sont nombreux à faire les signes avant courir. Des gens qui ont dit Yaïboni c'est fini, on a vu où ils sont aujourd'hui à l'hémicycle ou à des postes de responsabilité dans des institutions constitutionnelles. Donc ça a marché pour les adultes, ça a marché pour les moins jeunes et pour les jeunes ça marchera encore. Et maintenant, comment est-ce qu'ils financent ça? Vous pensez que ce sont des gens qui... Non, mais c'est gratuit, c'est une volonté spontanée, une admiration pour une personnalité. Quelle volonté spontanée? Oui. Quelle volonté spontanée? Ils ont des dés ou des œufs plus pourris à se faire cuire. Et ces jeunes ont des problèmes de subsistance, ils ont des problèmes de... je sais pas... d'emploi, des problèmes élémentaires. Ils sont toujours à des tâches comme celle-là, quand ils ont de petits soutiens derrière, quand ils ont de petites personnes. Et Eric a mentionné quelque chose de très important. Il y en a qui ont peur de venir sur la place publique et se font représenter par ces jeunes parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Alors, et ils sont là. Pour échanger avec un membre influent d'un parti, je m'interrogeais sur son appréciation de ces mouvements de suscitation. Mais il faut savoir, écoute, par exemple, tel mouvement, c'est moi, je finance ça. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit, ah ben écoute, ne le fais pas, on ne sait pas là où le chien va dormir demain. Donc, autant le faire maintenant pour que demain, quand ces jeunes feront savoir à qui de droit, en réalité, tout ce que nous avons fait, c'est telle personne qui a financé tout ça, eh bien, ça fait un gain politique. Donc, en réalité, c'est un bon business. Hein. Il faut vite se positionner en suscitant ces mouvements et, comme l'a dit William, s'assurer une place demain. Moi, je voudrais rapidement. Tout ce qu'il dit, c'est bien logique, mais il va devoir mettre un peu de bémol dans ce qu'il dit, tout simplement parce que l'époque où ça se faisait, où ça marchait, on n'avait pas ces lois-là. La loi sur le numérique, dans le temps, sur les réseaux sociaux, les gens pouvaient simplement prendre 2 ou 3 mois pour passer le message et ça passait. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore les luttes pour vous? Est-ce que vous voyez encore des posts? On est très prudent et le code sur le numérique a tellement encadré les choses qu'on ne peut plus utiliser. C'est justement une raison pour aller revoir ces dispositions dans le code du numérique. Mais actuellement, dans ce contexte-là, ça ne peut plus vraiment marcher comme on le fait. Donc la liberté d'expression est en difficulté. Voilà. Moi, je pense que d'abord, UPBR devrait se ranger ce terme. On ne devrait pas sauter sur l'occasion pour parler parce que je ne connais pas leur statut et règlement, mais à 3 ans d'une élection où ils sont supposés proposer une alternative en principe, ils devraient déjà mettre sur la place publique les règles qui devraient conduire à la désignation de leurs représentants, que ce soit des primaires ou que ce soit des votes secrets ou un truc comme ça, pour qu'on sache avec eux, parce que n'oubliez pas, ils prennent nos sous. Ce sont nos impôts collectés qu'on leur partage et qu'ils... Mais les démocrates également. En principe, oui. Donc, au-delà de ils diront que ce sont les bureaux politiques qui désignent les candidatures chez eux, qu'il n'y a pas de primaire prévu, il n'y a pas... Oui, mais qu'ils partagent avec nous, pour qu'on le sache. Pour dire, oui, au-delà peut-être que c'est leur affaire. Oui,
au-delà de l'instance qui désigne, il faut nous présenter aussi un calendrier. Parce que c'est aussi ça. C'est un rendez-vous qui est attendu. Et c'est la destinée de 12 millions de personnes qui doit être confiée à quelqu'un. Bientôt 13. Donc, on ne peut pas en faire un sujet tabou et sauter sur une occasion parce qu'un procureur s'autosaisit d'un dossier qu'on commence à se positionner à bomber le torse. Maintenant, ça va avoir un impact sur l'ambiance politique, certainement, Franck. Oui, ça va avoir un impact sur l'ambiance politique. Parce que d'ailleurs, l'ambiance politique n'était pas assez vive. On le reprochait déjà aux partis politiques. Et heureusement que ces derniers temps, tous les partis sont un peu en mouvement. Les démocrates qui vont bientôt en congrès. Il y a le BR qui est en tournée de remobilisation. Avant le BR, il y a eu la tournée de reddition de comptes de l'UPR. Donc, je pense qu'en le faisant ainsi, les jeunes qui sont en réalité au cœur de l'action politique, ça va atténuer leur ardeur, ça va atténuer un peu leur envie de pouvoir jouer ce rôle-là. Et dès que ceux-là vont perdre, disons, la vigueur de le faire, je pense que l'activité politique va davantage tomber. C'est normal, vous savez. Moi, j'attends de voir si de l'autre côté de l'autre côté où une autre candidature est suscitée, il y aura aussi un procès. Parce que ce dernier n'est pas sorti lui-même dire, mais pas à la voix d'un de ses soutiens, dit-on, Yacoubou Malé-Rossou. On l'a même lu dans la presse aussi. Il défend, il est même venu sur ce plateau d'Actu Matin dire qu'il s'est entretenu avec Olivier Bokor, qui ne voudrait pas qu'on suscite sa candidature. Donc, j'attends de voir un procès de l'autre côté aussi, où j'attends de voir cette organisation minutieuse, département par département, périmètre par périmètre, prospérer également. Passons à des choses sérieuses. On a, je ne sais pas encore combien de temps à faire avec Patrice Talon. On a promis 30 lycées agricoles, techniques pour le début de cette rentrée. Désormais, l'échéance est février 2025. Travaillons plutôt à réaliser du concret pour les Eric, nous avons un monsieur à Sékou qui se donne le vilain luxe de bombarder du son à n'en point fini, du matin jusqu'au soir, en dérangeant les voisins. Il est là. Je voudrais qu'on s'autosaisisse de ce dossier, aussi même de narguer son chef quartier, le chef d'arrondissement. Voilà. Est-ce que la criette est compétente en matière de pollution sonore? Moi, je ne parle pas de la criette. Quand on embarque un journaliste, c'est sérieux. Non, je pense que, comme vous l'avez dit, ça va prendre un coup l'activité politique. Déjà, ça va davantage renforcer ce que nous avons constaté il y a depuis 2019. Les Béninois sont de moins en moins sensibles aux questions politiques. Quand ça se passe aujourd'hui, c'est avec une forme de distance et puis tout ça. Maintenant, cela va davantage amener des gens à se retirer, à observer tout simplement. Je pense qu'il faut mettre tout ça de côté et puis laissons les gens exprimer. La preuve est que on n'a pas suscité la candidature de Madame la ministre des Affaires sociales. Enfin, il y a d'autres ministres dans ce groupe. Ça veut dire que c'est parce que les gens vous observent. Les gens vous observent, ils regardent. C'est vous qui avez dit tout à l'heure. Ils ont le baromètre, ils se disent, ah mais non, vraiment, ce monsieur, il est ci, il est ci, il est ça. Et c'est cette émotion qui les amène à s'exprimer. Pas que, Eric. Il y a ces personnes aussi qui aident certains à les susciter, qui se font admirer. Il y en a aussi. Moi, je pense qu'il faut laisser le débat politique éclore. Il faut laisser les choses se faire et au besoin encadrer, mais pas faire peur aux gens. J'ai l'impression, oui, justement, que ça devient de plus en plus un sujet tabou. 2026, si quelqu'un, une griffe, peut démissionner du gouvernement pour ça, enfin, pas encore la confirmation officielle, et que quelqu'un doit aller voir le juge de Porto-Novo pour ça aussi. Et que c'est sérieux. J'ai l'impression que ça devient tabou. Hein. Je crois que c'est Matin Libre qui l'a titré ce matin. Parler de 2026, en tout cas de la présidentielle, devient quelque chose d'assez délicat. Alors, nous avons retrouvé avec les législatives, c'était une fête. Bon. Hein, avec les élections. Continuons à fêter avec beaucoup de prudence. Les démocrates vont en congrès samedi. Et ça chauffe, hein, de l'autre côté, Eric. J'espère qu'ils vont profiter de l'occasion pour régler cette équation. Yahi et puis Eric Rondeté, qui gère le parti politique, qui s'occupe vraiment de ce parti mais je crois que les tests doivent être clairs. Il y a quelqu'un qui est président d'honneur. Je ne sais pas si un président d'honneur, c'est qui est plus actif. Le président d'honneur est plus actif que le président lui-même. Je pense que cette question-là, il faut qu'on règle ça. Pour un militant du parti les démocrates, je ne sais pas, il voit à la fois le président d'honneur
rafoie le président lui-même. Bon, on se pose la question. J'espère que l'occasion de ce congrès pourra vraiment clarifier les choses et mettre chacun dans son... Si le président du parti, il est timoré, il est timide, bon... le président d'honneur va prendre au nom de son honneur. On l'a vu à Sémé, après Sémé, on l'a vu à Bologna. Absolument. Et la nature aurait du vide. Voilà. Si Eric Rouleté reste dans son carcan de cadre de président, il aura droit à des séquences musicales. Il a un président d'honneur très actif qui n'est pas prêt à lâcher la chose politique, qui est prêt encore à voir des gens applaudir pour lui, qui est prêt à faire encore le tour des 77 communes de notre pays, qui est prêt même à influencer les décisions que prend le parti, parce qu'en réalité, un poste de président d'honneur, c'est un poste de sagesse. Vous êtes là, on vous consulte lorsque on a des difficultés qui dépassent, disons, les compétences, lorsqu'on a recouru à toutes les solutions n'a pas pu. Président d'honneur, vous êtes vraiment, vous faites honneur au parti. Mais tel que Yahi est plus un militant aujourd'hui qu'un président d'honneur du parti Les Démocrates. Et ça, j'imagine, et ça doit fatiguer également les autres, parce que le tout qu'il fait, est-ce que c'est dans l'agenda vraiment du parti? C'est vrai que ça leur rend service. Il a fallu qu'il fasse il y a un gain politique, hein, c'est évident. Il a fallu qu'il fasse le tour du pays, dans la zone de Parakou, d'aller vers les gens de Yarakene, de Titiou aussi. Et vous avez vu comment il y a quelqu'un qui a manqué le rendez-vous de la mandature actuelle de la civilisation. Moi, je pense que on devrait savoir raison garder et permettre également aux autres de pouvoir jouer leur rôle. Je veux parler du président, des autres membres. Il y a des vice-présidents même. Ils ne devaient pas être aussi actifs. Oui, mais en quoi est-ce que le gospelin en griffe de Yahi ou ces visites impromptues comme ça de soutien, d'assistance morale devrait gêner un parti politique bien constitué qui a un président, un bureau et qui a aussi son agenda? Il faut dérouler simplement, non, William? Cela me rappelle les propos du député Ouroukoubou qui dit que cela leur profite. Ça profite au Parti des démocrates. Cette aura de Bouni Yahi de 10 ans de gouvernance et cette hyperactivité actuelle. Et j'ai comme impression qu'ils se comprennent. C'est ce que je vois de loin. Par exemple, dans le cas de la constatation des conséquences de la fermeture des frontières à Malanville, vous voyez que c'est Eric Rouleté qui s'était déplacé en personne. J'ai comme impression qu'il y a un agenda privé de Bouni Yahi pour attiser ses partisans de tout temps, ses sympathisants. Et il y a un agenda du parti qui désormais parle un peu plus des questions d'actualité, qui sort dans l'actualité et qui opine et qui se positionne. J'ai comme impression que la mouvance présidentielle ne voit pas cette stratégie de l'opposition. Mais quand j'ai fini de dire ça, les démocrates, c'est vieilli, je ne sais pas, c'est déjà 5 ans d'existence. Il faut que dans le congrès de Parakou, on puisse... ils ont parlé de renouvellement des instances. Et c'est sur cette question que moi je suis hyper curieux. Est-ce que, parce que Eric Rouleté, c'est blackout sur la presse, c'est une certaine réticence, une certaine réserve, est-ce que ce sera un moment de le changer à la tête du parti ou de lui donner un mandat nouveau qui lui permette de s'ouvrir davantage? Parce que je ne sais pas l'intérêt qu'un parti politique a à être ou un responsable, un premier responsable d'un parti politique à être extrêmement réservé dans la presse classique d'un État comme c'est le cas actuellement du Parti des démocrates. Je pense à une restructuration du parti. Ils ont peut-être eu des fleurs de la Sénat après la visite de contrôle qui dit qu'ils ont des formations, mais je m'attends à un parti d'opposition qui nous propose déjà son projet de société pour 2026 à tous les niveaux de l'État. Oui, récupérer les petits faits politiques, récupérer l'actualité, se positionner en contre-pied du pouvoir, c'est un rôle traditionnel de l'opposition. Au-delà du classique, que les démocrates nous proposent. Aujourd'hui, ils ont, je ne sais pas, l'héritage des 10 ans de gouvernance de Bouni Yahi, changement, refondation avec démocratie Nescafé et tout ce qu'il y a de revers là-dedans également. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent en alternative à Patrice Talon? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est la tout cela va se décider au Congrès, là. Je ne dis pas au Congrès, mais que les nouvelles instances soient mises sur pied dans lequel ils parlent clairement de leur plan. Je crois que le député a été clair. Il dit au Congrès, au rendez-vous de Paris, sur la question
de se prononcer sur 2026. Ils y vont pour changer les instances de configuration de leur... Voilà, et c'est depuis 2020 où ils se sont constitués. C'est pratiquement maintenant, il y a le congrès, le premier rendez-vous de parti vraiment constitué. Donc, c'est un rendez-vous de taille où si les choses ne sont pas bien faites, je crois qu'ils vont passer à côté de la plaque. S'ils ne parlent pas, le thème c'est 2026. Oui, et s'ils ne posent pas les bases, ils n'iront pas en 2026. Quelle est l'idéologie du Parti Les Démocrates? Quel est son courant politique? Je dois vous renvoyer les choses qu'on doit savoir après le congrès de l'opposition. Eric, oui, si le député rapidement, le député Ourokoubou pense que l'hyperactivité de Yahi les profite, moi je pense qu'il n'est pas sincère. Parce que partout Yahi Boni passe, on ne retient que Yahi Boni, on ne retient pas le nom du parti. Et son hyperactivité efface le poste du président de ce parti. Et entre eux, je pense que ça se murmure, il y a cette frustration. Mais personne n'a le courage de dire à M. Yahi Boni, essayez de mettre un peu la balle à terre et permettez au parti politique de dérouler son agenda. C'est lui qui déroule son agenda. Il n'est pas le parti politique. Voilà la différence. Boni Yahi doit avoir un agenda privé. Il ne va pas au nom du parti Les Démocrates. Quand il se déplace, c'est avec les membres du bureau qui peut-être ne sont pas trop proches du président du parti, qui lui-même est de l'autre côté. Les gars, je pense que c'est une ambivalence qu'il faut vraiment régler. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. On a eu une belle aventure cette semaine. Je vous souhaite d'avoir du bon repos. La semaine prochaine. En attendant lundi prochain, on va observer un peu ce que ça va devenir du côté de la criette. Non, ça va plaider le 18 décembre. Oui, il y aura forcément des tendances d'opinion pendant le week-end ou en tout cas jusqu'à lundi prochain. On verra bien. On verra du côté de Parakou ce que ça va donner aussi. Du côté des partis politiques qui se positionnent par rapport au débat aussi, on verra bien. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause et juste après la pause, vous allez suivre le pour ou contre avec Naguib Alagbe qui est allé voir ceux qui ont été déguerpis pour se prononcer. Et après cette rubrique, vous allez suivre la robe de presse. Moi, je reviendrai par ici pour conclure cette émission. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. C'est Luc Yansounou. Bon, si je ne suis pas systématiquement pour ou contre. Il faut relativiser un peu les choses. Parce que quand on parle de déguerpissement, c'est un peu brutal, selon moi. Libération des espaces publics. On libère, on voit après que c'est joli, c'est bien joli, la ville est nickel. C'est bien joli. Mais au-delà de ça, derrière ça, ceux qu'on a renvoyés, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi? C'est là où ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Sinon, quand tu vois une femme qui a son étalage, qui est là, peut-être il vend crédit, il vend poisson et tout ce qu'il y a derrière, on sait. Tout ce qu'il y a derrière, on sait. Peut-être que c'est elle qui s'occupe de toute une famille, qui prend tout en charge. Quand vous la renvoyez, elle retourne chez elle. On sait ce que ça donne. C'est vrai que quand on libère les espaces publics, c'est joli, on a dans la ville de très belles choses. Mais au-delà de ça, il faut penser à ceux qu'on a déguerpis. C'est ça mon souci. Ben, dire qu'on est pour ou contre, moi je relativise un peu. Pérez Lecotan, honnêtement, moi je suis pour. Je suis pour, mais je voudrais que ça soit cadré. Il ne faudrait pas que ça soit une chasse à l'homme. Si on parvient à me déguerpir, on parvient à me chasser, on doit pouvoir parvenir aussi à chasser l'autre qui est à côté de moi. Moi, ce que je voudrais que ça soit de façon équitable, qu'on n'en profite pas pour faire de l'excès de zèle. Parce que la dernière fois, on a vu une situation où des policiers ou des agents de sécurité, ils ont semé de la zizanie. Il y a une dame qui vendait des oranges, des fruits. Ils sont venus là,
ils ont tout cassé, tout arrangé, c'est-à-dire que ce n'était pas bien. Cette pauvre dame qui essayait de vendre ses petites oranges et subvenir à ses besoins ne pourra plus le faire. On peut le faire, mais avec douceur. Essayer de prévenir, essayer d'envoyer, de sensibiliser la population pour que cette population puisse véritablement comprendre. Toboula, avant de se lancer dans cette opération de déguerpissement, avait pris près de 6 mois pour sensibiliser la population. Mais à un moment donné, le gouvernement a laissé le projet. Mais si aujourd'hui on veut recommencer, il faut qu'on essaye encore de sensibiliser cette même population. Sinon, je pense, et mon frère, je vous le dis, le déguerpissement, la libération des espaces publics est une bonne chose. Merci. Il est OP. Je vois que c'est pas trop mal. Mais d'autres prêtent l'argent pour faire leur business. Et quand les déguerpis, ils n'arrivent pas à bien vendre leurs trucs. Donc, je souhaiterais que l'État puisse penser à ceux qui sont dans les villages. Bon, disons à Cotonou là, ils peuvent s'arranger et louer les boutiques, se débrouiller un peu. Mais venir au bord du pavé, cela aussi c'est pas trop bon, puisque les piétons vont passer au bord du pavé, donc ça va les déranger. Il y a d'autres qui empêchent de passer. Donc tout ça là, c'est pas trop bon. Ça va créer de l'accident. Si les usagers passent au bord du pavé, là où les véhicules et les motos passent, ça peut créer de l'accident. On m'appelle Lali Adimiton Bertin. Je suis professeur certifié déjà à la retraite. Je suis pour. Oui, parce que ce qui ne vous appartient pas ne vous appartient pas. 2, il y a des obstructions à la circulation. La visibilité n'est pas nette, vous voyez. Et des usagers en abusent même. Et c'est l'occasion pour même certaines vendeuses d'installer leur marché, même si elles sont ambulantes. Et ça grossit le groupe et prend une partie de la chaussée. Et la chaussée, c'est pour il y a le trottoir. C'est le trottoir qui est surtout occupé. Donc, ça crée des entraves à la circulation. Ça gêne les gens. Ça empêche les gens de bien gérer leur temps de course. Et ça peut entraîner, par exemple, des accidents. Même sur les piétons. Vous voyez, et des gens en abusent. Ils en abusent. Ils n'ont qu'à installer leur boutique dans leurs limites. Dans les limites de leur carré. À toutes et à tous, bonjour. Dans sa publication du jour, le matinal note que l'actualité politique au Bénin est marquée depuis quelque temps par des suscitations de candidatures au profit de potentiels candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026. Ces agitations qui brouillent toute grille de lecture dans un contexte où la réforme du système partisan prend ses marques sont parfois l'œuvre de militants des partis Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain. De sources proches de ces deux formations politiques, complète le journal, les auteurs de ces pratiques seront bientôt démasqués et sanctionnés avec la dernière rigueur par les instances dirigeantes. Le challenge nous parle de l'atelier parlementaire d'internalisation de la politique nationale d'emploi au Bénin et relate qu'à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo le mercredi 11 octobre 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a ouvert l'atelier d'internalisation de la politique nationale de l'emploi et des mesures gouvernementales mises en œuvre pour promouvoir l'emploi des jeunes. Cet atelier, qui va durer 2 jours, est initié par les réseaux parlementaires en charge de la gouvernance locale et de l'emploi des jeunes et financé par la Banque mondiale. Dans son mot introductif, le président du réseau Gouvernance locale et démocratie à la base, l'honorable Nikez Fayou, a fait constater que l'emploi est et demeure la transversalité de toutes les politiques publiques de développement. Il est donc important
que les députés s'approprient la politique gouvernementale de l'emploi sur la période de 2023-2025. Fraternité explique qu'échanger avec les députés et cadres du Parlement sur les questions liées au chômage et à l'employabilité des jeunes et surtout les mesures d'accompagnement prévues par le gouvernement, tel est l'objectif de l'atelier parlementaire en collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi sur l'internalisation de la politique nationale de l'emploi et des mesures gouvernementales en faveur de l'insertion professionnelle et l'autonomisation des jeunes. En souhaitant de fructueux échanges aux uns et aux autres, le président de l'Assemblée nationale a lancé officiellement cet atelier qui prendra fin dans la journée de ce jeudi 12 octobre 2023 par la présentation d'un rapport. De son côté, la nation note 2 activités phares en une journée pour le nouveau ministre des Sports. D'abord, Benoît Dato a été installé dans ses fonctions de patron de la famille sportive béninoise dans la matinée du mercredi 11 octobre à la faveur de la passation de service entre son collègue Samou Seydou Adambi et lui. Puis, il s'est rendu au palais de la Marina où il a pris part à la séance hebdomadaire du Conseil des ministres en prenant les destinées du ministère des Sports devant une frange de ses collaborateurs. Benoît Dato s'est engagé à relever les défis qui s'imposent au monde sportif. Le challenge renseigne que le nouveau patron du sport béninois a déjà annoncé les couleurs. En marge du tout premier Conseil des ministres, le successeur de Osvaldo Meki a échangé avec le chef de l'État sur ses ambitions dans le secteur des sports. Et pour cette première sortie médiatique, Benoît Dato aura montré qu'il nourrit de sérieuses ambitions pour toutes les disciplines sportives et pour les athlètes béninois de façon individuelle. Et cette caricature de fraternité qui présente le tout nouveau ministre du Sport sur une aire de jeu habillé couleur guépard et qui se demande « Et maintenant, je fais quoi ?» Le juge de touche lui dit « Eh bien, Dato, tu entres et tu joues. » Fraternité indique ce matin que les travaux allant dans le cadre de la phase 2 de la route des pêches doivent suivre leur cours. C'est dans cette dynamique que le Conseil des ministres du mercredi 11 octobre 2023 a adopté le décret portant déclaration d'utilité publique des propriétés privées situées dans le périmètre du projet d'aménagement et de bitumage de la dite infrastructure. Il a également adopté le décret portant indemnisation des personnes affectées, indemnisation et dédommagement pour 728 personnes recensées sur le périmètre de la phase 2 de la route des pêches. Elles sont avec divers biens, dont 271 habitations. Ainsi, ces biens affectés sont du foncier non bâti, des plantes à valeur économique, des périmètres de culture, de même que des patrimoines culturels. Les tronçons que prend en compte ce projet sont l'axe à Dunko, porte du non-retour, y compris ses bretelles AEC à Dunko Kukukoji et porte du non-retour Djonji. Quant au dédommagement des nouvelles personnes affectées, le matinal est ferme sur sa conviction. Le dédommagement sera effectif. Merci d'être resté à l'écoute. Moi aussi, je vous dirais merci, comme Assimo Kanye Assembo sur la fin de cette revue de presse. Merci donc de nous avoir suivis, notamment pour ce numéro et surtout pour l'aventure hebdomadaire qui s'achève ici avec mon équipe. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée, et très bon repos de week-end déjà par anticipation. Demain c'est vendredi, Wahabali Bara vous servira le numéro spécial d'Actu Matin. Bonne journée.